Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marianne Le Gagneur. Bonjour Marianne. Bonjour Nicolas, merci beaucoup. Alors Marianne, vous êtes doctorante en sociologie à l'EHESS, le laboratoire IRIS. Vous êtes sociologue du travail, vous travaillez en thèse donc sur le télétravail et vos recherches de master ont porté sur l'articulation entre le travail et la famille des employés masculin et féminin, de banques en agence. C'est un mémoire d'ailleurs qui a obtenu le prix CNAF du mémoire de master. Donc, vous êtes aussi membre du réseau thématique 48 de l'Association française de sociologie sur l'articulation des temps sociaux. Et puis, vous êtes aussi une collègue pour l'animation des podcasts, puisque je recommande aux auditeurs et auditrices d'Histoire en série d'écouter le podcast des arts 2, masculin là aussi et féminin, qui en fait regroupe des interventions sur les doctorants et doctorantes en sciences sociales. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, je vous recommande d'aller suivre le fil Twitter de Marianne ou le fil Twitter d'ailleurs dédié au podcast lui aussi, Thésard. Voilà, alors Marianne, après cette présentation, c'est très sympa d'être là avec nous parce qu'on va parler d'une autre science humaine. On va parler de sociologie aujourd'hui et de sociologie appliquée à une série que vous avez choisie, c'est Working Moms. J'aimerais d'abord, pour commencer, peut-être Marianne, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série, que vous en fassiez le pitch. Merci beaucoup Nicolas. Alors oui, Working Moms, c'est une série qui a été distribuée sur Netflix depuis 2017. Donc la première saison est sortie en 2017. Là, on en est à la 4e saison de cette série. Elle a été réalisée par Catherine Reitman, qui est aussi l'actrice principale, en fait, le personnage principal, Kate Foster. Donc un peu une femme un peu centrale dans cette série-là, puisqu'elle réalise et qu'elle y joue. Et donc le pitch de cette série, c'est qu'on suit 4 mères dont on suit leur pérégrination en fait suite à la naissance de leur enfant. Donc elles se retrouvent toutes les 4 dans un groupe qui s'appelle Mommy and Me, un groupe d'entraide de mères. Et la question principale en fait, c'est OK, on a eu cet enfant, maintenant comment on fait pour se remettre dans le monde du travail? Donc c'est un groupe de parole en fait, et chaque début d'épisode va être un peu centré sur ce groupe de parole, puis ensuite on va suivre les personnages, les 4 personnages donc de la série dans leur vie avec leurs enfants et leurs professions respectives. Donc ce groupe il sert à s'échanger des conseils. Donc il y a une animatrice qui s'appelle Val dans le groupe qui est aussi conseillère en lactation, donc qui s'occupe de l'allaitement. Et nos 4 personnages, donc nos 4 mères, il s'agit de 3 couples hétérosexuels et un couple homosexuel. Ce sont des femmes qui sont le plus souvent des cadres dans des situations personnelles, professionnelles qui semblent assez confortables et assez privilégiées. En ce qui concerne leur profession, donc on a Kate qui est donc la personnage principale, la plus développée, qui a le plus d'épaisseur. Elle travaille dans une agence de communication qui peut avoir des échos avec la série Mad Men. Donc c'est dans cette agence de communication qui s'appelle Gaze, elle a un métier où elle fait des pitchs de publicité auprès des clients. Ensuite, on a la meilleure amie de Kate qui s'appelle Anne, qui est psychologue, qui a son cabinet de psychologie à son domicile. Elle a, en fait, l'enfant qu'elle a avec elle dans le groupe Mommy and Me, c'est son 2e enfant. Elle a aussi une fille aînée qui doit avoir une dizaine d'années. Ensuite, il y a Jenny qui est programmeuse informatique. Donc, c'est elle qui va avoir le métier qui se rapproche le plus d'un métier de bureau. Et Frankie qui est agente immobilière. Et donc, on a ces 4 femmes qui habitent… Donc oui, je ne l'ai pas dit, en fait, ça se passe à Toronto, au Canada.
Et donc, ces 4 femmes, on va suivre un peu leur vie de famille et leur vie professionnelle comme je le disais tout à l'heure, un cadre qui est vraiment favorisé. Hein. Elles ont toutes des grosses voitures SUV comme signe extérieur de richesse, des maisons pour Kate, Anne et Frankie. Donc, c'est vraiment un monde un peu issu des classes supérieures, on va dire. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de la série elle-même, et en particulier, on va commencer par le titre tout à l'heure, j'aimerais peut-être pour les auditeurs et auditrices, Marianne, que vous nous évoquiez pourquoi, quand je vous ai posé la question de l'intervention du podcast, pourquoi vous avez choisi cette série Working Moms? Alors, déjà, j'ai procédé par élimination. Hein, c'est la première chose parce qu'un certain nombre de séries avaient déjà été traitées dans Histoire en série, avec des épisodes passionnants, notamment sur Mad Men, j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais une série qui nous amène à discuter de la situation des femmes par rapport au monde du travail et par rapport à cette question de l'articulation travail-famille, qui est un sujet qui m'a beaucoup intéressée dans mes travaux. Et Working Moms le fait, alors sur un ton qui est un peu humoristique. C'est quand même une série qui est très légère, il faut le dire, qui se regarde, qu'on peut regarder sans prise de tête du tout. Hein. C'est un ton plutôt blague, même s'il y a des sujets qui sont assez lourds à aborder. On y reviendra un peu plus tard, je pense. Mais pour moi, elle faisait un peu le tour de grandes questions sur la sociologie du travail et du genre, de l'articulation travail-famille, évidemment dans un milieu social, du coup, comme je l'ai précisé, qui est un peu particulier, et dans le cadre, du coup, canadien, que je connaissais pas très bien, j'avoue, mais du coup, auquel je me suis intéressée pour préparer cet épisode. Alors, pour commencer l'étude, véritablement, avec un angle sociologique que vous allez apporter aujourd'hui dans Histoire en série, Marianne, j'aimerais qu'on revienne sur ce titre Working Moms. C'est quelque chose déjà de très marquant parce que quand on le voit, ce titre-là, quand on l'analyse, on comprend bien qu'entre les deux mots, il y a une certaine dichotomie, une certaine presque ambivalence. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, avec votre regard de sociologue qui travaille d'ailleurs beaucoup sur le genre? Oui, tout à fait. En fait, ce titre va souligner deux éléments qui sont mis côte à côte, juxtaposés, le fait de travailler et le fait d'être mère. Et donc, ce titre, en fait, il va instaurer l'idée qu'être mère et travailler, ça serait, incompatible, c'est peut-être un mot assez fort, mais en tout cas, ce serait quelque chose de problématique, quelque chose qui montre une tension. Et donc, déjà, il y a une histoire à raconter, en fait, parce que c'est pas anodin que d'être mère et de travailler. C'est pas simple, c'est pas fluide. Alors, c'est un sujet du fait d'être mère et de travailler au sens d'un travail rémunéré, parce qu'évidemment, il y a tout le travail domestique, qui est aussi une forme de travail. Mais ici, on parle bien du travail en tant que qu'il permet de gagner un salaire, donc soit un salariat, soit un travail indépendant, comme c'est le cas de Anne, par exemple, qui est psychologue. En France, du coup, c'est un sujet qui existe depuis déjà longtemps, cette question de travailler et d'être mère. Suite à la Seconde Guerre mondiale, on a noté un accès massif des femmes à l'emploi salarié. Donc, elles travaillaient déjà avant, évidemment, mais elles accèdent au salariat à ce moment-là. Et donc, la question se pose de comment, en fait, déléguer le travail de care, donc le travail de soins, en fait, le travail familial lié aux enfants. Comment ce travail-là, on va l'externaliser ou le confier à d'autres personnes pour pouvoir s'occuper de son emploi salarié. Alors, la question de travailler et d'être mère vient travailler un peu l'idée de la mère au foyer, parce que en fait, l'alternative dans la série à être mère et travailler, c'est être mère et rester à la maison. Et cette norme de la mère au foyer est pas mal travaillée dans la série. Hein. Enfin, il y a un personnage notamment qui est aussi dans le groupe de mères qui ne travaillent pas. Et donc, on voit un peu cette norme de parentalité de bonne mère complètement dédiée à ses enfants, qui est aussi liée à des classes très supérieures. Ce qui n'est pas forcément le cas en réalité en France. Alors même si je pense qu'il y a des femmes de classe supérieure qui ne travaillent pas et qui se consacrent au travail domestique et familial,
En France, on voit que les femmes qu'on appelle au foyer sont plutôt issues des classes assez populaires, assez faiblement diplômées, et que c'est une population qui est en train de décroître. Elles sont en 2011, donc là il y a eu des chiffres de l'INSEE, hein, et elles sont en 2011 moins nombreuses qu'en 91. Elles sont aussi moins diplômées que les femmes actives. Donc, d'un côté, cette norme de la mère en train de travailler, qui doit jongler, qui doit tout gérer en même temps, qui est assez difficile. De l'autre, celle de la femme au foyer. Et en fait, donc dans la série, on voit un peu comment certaines des femmes qu'on va suivre vont d'un monde à l'autre, comment elles essayent aussi via leur propre famille, de trouver des relais pour organiser le soin. On voit les tensions un peu que ça va créer avec le monde professionnel, parce que avoir des enfants, ça vient contraindre un peu le temps du travail. Finalement, des tensions qui pèsent particulièrement sur les femmes. Et donc, c'est un peu tout ça que la série vient montrer et révéler. Même si c'est fait sur un ton humoristique et évidemment pas du tout recherche ni documentaire, mais ça montre bien déjà toutes ces difficultés en fait, ces tensions, voilà, exactement dans la question de l'articulation entre travail et famille. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous venez de l'évoquer, hein, on a dans les sociétés actuelles, surtout après la Seconde Guerre mondiale, cette idée de femmes qui travaillent de plus en plus et donc avec la mise en place en France notamment de certains relais pour aider ces femmes-là, que ce soit des crèches ou des assistantes maternelles, peut-être une chose que l'on voit moins dans la série, il me semble. Oui, tout à fait. C'est assez centré sur le noyau familial, et donc les personnes qu'on voit qui prennent soin des enfants sont surtout des nounous qu'on va voir intervenir dans le cadre du domicile. Moins de crèches, moins de ce type de structure. Alors, en faisant quelques recherches, je voyais que la question des crèches au Canada était assez tendue, dans la mesure où il y avait très peu de places en crèche et que c'était très très cher. Puisque dans un article du Courrier international, je voyais que à Toronto, le tarif mensuel d'une place en crèche était d'environ 1 700 $, donc 1 200 €. Et sans, je pense, les aides publiques qu'on peut avoir en France qui aident les parents. Et je pense aussi que dans la mesure où il s'agit de femmes de milieux assez favorisés qu'on voit dans la série, elles vont privilégier des systèmes de care un peu plus souples en termes d'horaire, et donc des nounous qui peuvent être un peu plus disponibles, ou avec les emplois du temps desquels on peut s'arranger plus facilement. Donc c'est aussi des modes de garde qui sont assez socialement situés finalement. Alors, peut-être pour éclairer hein, les auditeurs et les auditrices par rapport à la situation canadienne, vous l'avez dit, qui est différente de la situation française dans ce cas-là, j'aimerais que vous reveniez maintenant sur cette difficulté qu'ont les femmes, qu'on voit à travers cette série canadienne de conciliation entre véritablement leur travail et leur vie privée, leur vie familiale. Comment ça se passe? Faites-nous peut-être un petit état des lieux tel que Working Moms semble vouloir nous le montrer. Oui, alors pour ça, on peut s'appuyer sur les travaux de la chercheuse canadienne Diane Gabrielle Tremblay, qui a travaillé sur la conciliation et l'articulation travail-famille au Canada. Donc, ce qu'elle explique, c'est que donc il y a des indicateurs hein, de développement humain que produit les Nations Unies, et selon ces indicateurs, les conditions de vie des femmes au Canada sont assez bonnes, même meilleures qu'en France. Pour autant, ce qu'on remarque, c'est que on n'est pas non plus, enfin toutes les femmes qui ont des enfants ne travaillent pas, hein. Elle explique qu'au Québec, le taux d'activité des femmes qui ont des enfants de moins de 16 ans est passé de 34,5% en 1976 à 73% en l'an 2000. Donc 73% de femmes avec des enfants de moins de 16 ans qui sont en activité. Ça fait quand même environ un quart des femmes avec des enfants en jeune âge qui ne travaillent pas. Et euh,
ce qu'on remarque et qui est assez positif, c'est que les femmes dans le marché du travail travaillent maintenant autant selon les différentes phases de leur cycle de vie familial. Ce que ça veut dire, c'est que, et c'est ce qu'explique, c'est ce qu'explique Diane Gabrielle Tremblay, c'est que même si elles sont mariées ou si leur premier enfant naît ou leurs enfants vont à l'école, si elles divorcent, elles travaillent tout autant. Donc finalement, il y a aussi une partie de non-activité des femmes qui peut-être est liée à d'autres sujets. Donc plutôt une situation quand même relativement favorable, avec par contre des enjeux autour de la question du congé maternité, puisqu'elle explique que la manière dont le revenu est remplacé pendant le congé maternité est assez faible. Du coup, il y a une grosse perte de revenus pour les femmes à ce moment-là. Donc peut-être des mesures d'État qui sont pas forcément suffisamment protectrices pour les femmes, qui ont moins pour but d'encourager la maternité que dans le contexte français. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, la question de ces places en crèche qui sont rares et chères. Et donc, ce que ça pose comme question, c'est que quand on a un petit salaire, on ne peut pas se permettre en fait de bénéficier de types de relais de care qui soient aussi coûteux. Et donc, peut-être mieux vaut finalement arrêter de travailler pour s'occuper soi-même des enfants. Parce que sinon, finalement, on est presque en déficit si on veut garder ses enfants à l'extérieur. Donc voilà, pour revenir un peu sur un contexte canadien qui semble assez favorable, mais avec quelques limites sur des mesures étatiques qui semblent un peu insuffisantes, en tout cas, et moins protectrices pour les femmes que dans d'autres contextes nationaux. Justement, ça serait intéressant peut-être de développer autour de ces mesures étatiques et ça permettrait d'avoir une certaine comparaison par rapport à la France. Alors, en quelques chiffres, Marianne, qu'est-ce qu'on pourrait dire entre Canada et France? Alors, j'ai pas fait suffisamment bien mes recherches pour pouvoir répondre à cette question, malheureusement, puisque dans l'article que je mentionnais de Diane Gabrielle Tremblay, elle parle du Canada. Là, de tête, je pourrais pas redonner des chiffres équivalents sur la France, mais en tout cas, on sait qu'on est sur une politique nationale qui est assez familialiste. C'est pas pour rien que jusqu'à très récemment, peut-être que c'est encore le cas, mais on avait un taux de natalité français très haut, un des plus hauts d'Europe, il me semble. Un tas de mesures en fait qui va venir favoriser la natalité, que ce soit des congés maternité et des congés parentaux. Donc je ne parle pas de congés paternels, mais bien de congés parentaux qui sont assez favorables. Des grosses subventions pour que ce soit des placements en assistante maternelle ou en crèche. Donc toute une série de mesures en fait qui font que la natalité est complètement encouragée en France, quoi. On va maintenant peut-être voir comment cette série parle du retour au travail après la maternité, de comment s'articulent les deux, comment ça se passe, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et j'aimerais peut-être que vous présentiez à travers une ou plusieurs scènes qui vous ont marqué, comment est-ce qu'on voit cela, Marianne? Oui, en fait, il y a la toute première scène du premier épisode, donc de l'épisode pilote, qui est particulièrement éclairante à ce sujet. Donc, la première scène se situe dans ce groupe Mommy and Me. Et donc, elles sont toutes à la fin de leur congé. Et Kate, donc le personnage principal qui travaille dans cette agence de communication, s'apprête à retourner au travail. Et donc, elle demande au groupe et à l'accompagnatrice, en fait, c'est quoi l'astuce pour que tout ça, ça fonctionne? Tout ça, en fait, elle fait référence au fait d'avoir son bébé et de retourner au travail. Et elle dit que ça lui semble impossible. Et l'animatrice, Val, répond tout de suite que la clé, c'est de poser des limites. Pour elle, ce qu'il faut commencer à faire, et ce dès le début, c'est de s'engager à être à la maison le soir, notamment pour les rituels du soir.
Et donc, ce qu'on voit dans cette scène, c'est que face à une interrogation et des difficultés que Kate se met à anticiper, ce que fait Val dans sa réponse, c'est que au lieu de l'aider et de lui donner des conseils, elle met d'autres normes en fait, et elle vient lui dire que elle a qu'à mettre des limites et que probablement que c'est pas si difficile que ça, et qu'il faut s'engager à être chez soi le soir et qu'il ne faut pas abandonner son enfant, qu'il faut s'en occuper, donc il faut être un parent engagé qui soit là de retour pour l'heure du bain tous les jours. Donc ce qu'on voit dans cette scène, c'est que l'animatrice du groupe va finalement plutôt ajouter de la difficulté, mettre des normes de parentalité assez élevées, où être une bonne mère, c'est être là et être là tous les jours, s'adonner à des rituels, même si on a un travail qui est prenant. Et donc, ça montre bien que l'articulation, c'est pas juste voilà, enfin, il s'agit d'un engagement temporel à être rentré pour des rituels qui ont lieu chaque jour, mais il s'agit aussi d'incarner le bon parent, la bonne mère, et de gérer une forme de pression en fait, une pression que va mettre la société sur la disponibilité des femmes. Et donc, cette norme de parentalité, elle est bien montrée à travers plusieurs idées différentes dans la série. Alors, on retrouve un peu en filigrane une question contemporaine qui est celle de la parentalité positive. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices savent ce que c'est, mais les grandes tendances de la parentalité positive, c'est d'apprendre à écouter les désirs de son enfant, de ne pas trop dire non. Et cette question de dire non arrive à un moment donné dans la série. Non est un mot interdit pour certaines mères parce que ça briderait les enfants. Il y a aussi toute une scène où il y a un petit quiproquo parce que les mères parlent ensemble dans ce groupe Mommy and Me du C-word. Donc, il ne faut pas dire le C-word. Et en fait, C-word, c'est un peu comme F-word, c'est une insulte et du coup, on ne le dit pas. Il s'agit du mot cunt, donc être con ou conne en français. Et en fait, je crois que c'est Kate ou Anne qui dit bah oui, mais pourquoi tu traiterais ton enfant de C-word, enfin, on va pas traiter son enfant de con, enfin, c'est vrai que c'est un peu grossier. Et en fait, il ne s'agit pas de ce mot-là, il s'agit de can't, donc tu ne peux pas. Et on ne peut pas dire à son enfant qu'il ne peut pas faire les choses parce que ça le briderait. Donc, c'est un peu toutes ces normes où être un bon parent, c'est pas juste s'occuper de ses enfants et les nourrir, mais c'est aussi faire attention à ses émotions, faire attention à son bon développement en tant que futur adulte et personne ressentant des choses, être voilà, à l'écoute du bien-être enfantin dans tous ces développements, et c'est une chose qui doit passer vraiment au premier plan. Donc, l'enfant je sais pas quel âge ont les enfants, mais ils ne marchent pas encore, donc ils ont moins d'1 an. Hein. Et Kate l'emmène déjà au cours de musique sur sa pause déjeuner, alors qu'elle a repris le travail. Et donc, elle rentre du travail sur le midi exprès pour emmener son fils. Et ce qu'on voit, c'est que juste après, évidemment, elle redonne l'enfant à la nounou pour pouvoir retourner au travail, sous le regard réprobateur des autres mères qui ont aussi emmené leurs enfants au cours de musique sur le temps du midi. Donc, être une bonne mère, c'est un peu être tout le temps et partout disponible, faire attention à son enfant et mettre en place des activités pour que cet enfant soit... voilà, là, il s'agit de son loisir. Et ça peut faire écho avec les travaux de la chercheuse britannique Charlotte Fairclough, qui travaille justement sur ces normes de parentalité-là. Elle explique que le travail à effectuer pour être un bon parent est vraiment colossal, et c'est un travail qui est de plus en plus important, avec ces injonctions qui amènent à prêter vraiment attention aux émotions de l'enfant en fait.
Et par rapport à justement ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a une évolution justement, bon, là on parlait des premiers épisodes carrément, est-ce que par rapport au fait de comment la garde des enfants entre les nounous, entre les mères ou comme ça, est-ce qu'il y a une évolution là-dessus ou est-ce qu'on reste sur quelque chose d'assez figé justement? Alors non, il y a beaucoup de développement justement sur cette question des modes de garde, parce que c'est un peu un problème qui va se rejouer tout au fil de la saison 1. Par exemple, Kate, au départ, elle délègue le soin de son petit à une nounou qui est d'origine philippine. Donc, ça nous permet aussi là de voir que ce travail de care, en fait, quand il est externalisé, donc quand il est confié à d'autres, euh, il est souvent confié euh, à des personnes moins bien dotées d'un point de vue social et à des personnes qui peuvent aussi être racisées. Et donc là, il y a tout un champ de littérature aussi sur la manière dont l'externalisation est une question qui peut être saisie certes à l'aune du genre, parce qu'il s'agit souvent d'un travail de care qui est très féminin, mais aussi à l'aune du concept de race. Et donc là, on entre dans une perspective sociologique qu'on appelle intersectionnelle, où on fait dialoguer ensemble différentes caractéristiques sociales. Et donc, Kate a cette nounou philippine qu'elle va en fait renvoyer assez vite parce que la nounou décide enfin donc l'assistante maternelle décide de donner du lait. Alors, je sais plus comment ça s'appelle en français. Ils disent tout le temps formula dans la série du lait en poudre, quoi. C'est ça. Hein. Donc, elle décide de donner du lait en poudre à son fils alors que Kate veut encore l'allaiter. Donc, Kate renvoie cette femme et décide alors de faire passer elle-même des entretiens pour la nounou, mais elle n'a pas le temps parce que son temps professionnel est vraiment très, très compté. Donc, elle essaye de déléguer cette tâche à son assistante, qui finalement n'est pas disponible non plus. Et c'est la mère de Kate qui va s'occuper ensuite de l'enfant. Puis la mère de Kate, donc qui est, enfin, j'entre pas dans le détail, mais elles finissent par se disputer un petit peu avec Kate. Et c'est ensuite la sœur de Kate qui va se mettre à s'occuper du petit. Donc là, on voit bien aussi que ce travail de care, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille et avant tout une affaire de femmes. Que, au sein d'une même famille, on délègue à d'autres femmes le soin des plus petits. C'est une question qui est aussi assez située dans l'espace social parce que je pense que dans les familles les plus aisées, par exemple, on va confier l'enfant aux grands-parents pour du temps qui est plus lié au loisir ou apprendre à connaître les petits-enfants, mais pas forcément juste pour qu'ils s'en occupent tout au fil de la journée quand les parents sont au travail. Donc, je ne sais pas trop dans quelle mesure cette scène est réaliste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Kate est dans une impasse. Enfin, si elle veut aller travailler, il faut bien que quelqu'un s'occupe de son fils. Donc, en tout cas, beaucoup de développement sur la question de la prise en charge enfantine et la manière dont elle est prise en charge, elle est gérée. Et c'est un problème qui occupe beaucoup ces mères qui travaillent. Alors après, c'est pas la... en fait, on parle beaucoup dans cette série de prise en charge des enfants et nettement moins finalement des tâches domestiques les plus courantes qui sont aussi quelque chose qui occupe énormément les parents. Par exemple, le ménage est un sujet qui n'est jamais abordé dans la série, vraiment jamais. Alors, on peut penser que c'est des tâches qui sont externalisées, puisqu'on a affaire à des personnes qui gagnent assez bien leur vie. Donc, elles sont confiées à des prestataires qui vont prendre en charge le ménage. La nourriture et la cuisine est un peu plus abordée, aussi sous l'angle de ces normes qui vont constituer la parentalité, parce qu'être une bonne mère, c'est être aussi une mère qui cuisine, qui fait à manger des plats faits maison, qui consacre du temps à bien nourrir sa famille. Et c'est à travers le personnage de Anne que vont s'incarner ces tensions-là. Elle a une nounou qui s'appelle Minani, donc la nounou méchante,
qui va culpabiliser Anne sur le fait qu'elle ne fait pas du tout à manger elle-même, qu'elle ne cuisine pas bio, qu'elle a beaucoup trop de choses industrielles et donc que c'est vraiment mal. Et pour finir sur cette question des normes d'articulation qu'on voit un peu à travers la série, quelque chose d'assez original qui dépasse du coup un peu la question des normes, mais qui est vraiment un sujet très important sur le bien-être maternel, c'est la question de la dépression postpartum. Donc ça a été un sujet qui a été mis sur le devant de la scène médiatique en France il y a assez peu de temps finalement avec la sortie, donc il y avait le hashtag Mon Postpartum et la sortie du livre d'Ilana Weisman sur cette question-là. Et on voit dans la série le personnage de Frankie qui a de grosses difficultés mentales suite à la naissance de sa fille. Et c'est assez intéressant parce que c'est assez rare, je crois, de voir ce type de difficultés mises en récit dans une série. Alors, elles sont traitées sur un ton humoristique, mais elles sont traitées quand même. Et ça va jusqu'à des formes de tentatives de suicide ou en tout cas de mise en danger de soi pour ce personnage-là. Elle va se mettre en danger à plusieurs reprises, faire un peu des choses qui s'approchent des tentatives de noyade. Notamment une fois où ça va vraiment déclencher une crise de couple parce qu'en fait, elle glisse dans la baignoire pour s'immerger comme si elle voulait rester sous l'eau longtemps alors qu'elle prend un bain avec sa fille et donc le bébé est mis sous l'eau également. Et donc sa compagne s'énerve tout à fait, parce qu'elles sont dans un couple homosexuel. Et c'est un peu le seul événement qui est codé comme vraiment grave, parce que sinon ces difficultés mentales, elles sont traitées sur un ton humoristique, mais elles sont quand même bien présentes. Vous qui êtes une sociologue du travail, qui travaillez sur ces thématiques-là, il y a aussi un aspect important, vous l'avez dit en introduction, c'est de voir comment les femmes articulent le travail et la vie privée. On a parlé de la vie privée. Et j'aimerais maintenant qu'on voit comment ça se passe, ce retour au travail après justement le congé maternité, et comment la série met ça en avant. Oui, tout à fait. Donc le personnage de Kate est vraiment celui, à mon sens, à travers lequel il se joue le plus de choses. Aussi parce qu'elle est dans un environnement professionnel où elle est soumise à des injonctions temporelles très très fortes. Donc je l'ai dit un peu plus tôt, hein, mais elle travaille dans cette agence de communication où elle fait de la pub et de la communication pour d'autres entreprises ou des clients. Et en fait, dès son retour au travail, elle se voit mise en concurrence avec un homme qui a été embauché pendant qu'elle était en congé maternité. Et la première interaction avec lui, avec ce collègue, dont leur supérieur explique bien que, de fait, hein, ils sont en concurrence, donc cet homme lui dit que c'est quand même étonnant d'être enceinte au pic de sa carrière. Et il ajoute que la seule chose qui l'empêcherait d'être au bureau, pour lui, ce serait un incendie, que sinon il est tout le temps là, quoi. Et donc, ça, dès le départ, en fait, ça met le doigt sur des normes de disponibilité professionnelle inhérentes à ce monde de travail-là, qui sont assez masculines. Donc là, je fais référence aux travaux de Paul Bouffartig, notamment sur la disponibilité temporelle au travail. En fait, ce qu'on constate, c'est que les cadres assez autonomes ont aussi sont dans une gestion du temps et un travail extensif qui déborde. Alors même si la gestion du temps est autonome, ces normes de disponibilité sont difficiles à gérer parce qu'il s'agit souvent de types de métiers du coup où les carrières sont construites sur un modèle assez masculin avec des horaires extensifs. Et ces horaires extensifs, le fait d'être là, le présentéisme, va permettre de grimper, de monter les échelons et d'avoir des promotions. Et donc, évidemment, tout ça n'est possible que si on n'a pas trop de contraintes familiales à gérer. Parce que si, effectivement, vous avez des horaires très tendus et qu'il faut être rentré à la maison à telle heure pour récupérer les enfants après la nounou, ça devient très compliqué. C'est aussi quelque chose qui a été mis en avant par Sophie Pochic et Cécile Guillaume dans plusieurs de leurs travaux, mais surtout dans l'ouvrage collectif dirigé par Isabelle Beredi-Hoffmann,
c'est que pour les femmes cadres de l'entreprise qu'ont étudié Sophie Pochic et Cécile Guillaume, la carrière, elle est souvent pensée au masculin neutre, notamment par des horaires très forts, très, très extensifs de travail. Donc, on travaille de longues heures, mais aussi par la mobilité géographique. Pour grimper, pour avoir des promotions, il faut être mobile géographiquement, pouvoir prendre un poste à un autre endroit. Ce qui est aussi un sujet auquel va faire face Kate, puisqu'il y a une possibilité de promotion et d'aller travailler à Montréal. Donc, elle est à Toronto. Hein. Et évidemment, comment faire pour aller travailler à Montréal si c'est dans la mesure où c'est une mère qui veut et doit, au sens des normes que fait peser la société sur elle, s'occuper de ses enfants. Donc, au sein de l'environnement professionnel de Kate, on voit qu'il n'y a quasiment que des hommes, hein, sauf l'assistante qui est une femme, et un autre modèle de féminité assez, j'allais dire, une femme qui a beaucoup de succès professionnel, hein, qui est la patronne du bureau de Montréal, justement, où Kate va peut-être aller. Et donc, toutes ces questions de maternité sont fréquemment remises en avant dans le champ professionnel. Pour prendre juste un exemple, donc pour la première soirée que Kate passe au travail, qui est donc le premier jour, vraiment le premier jour où elle retourne après son congé maternité. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait qu'elle soit de retour pour faire prendre le bain à son fils. Mais finalement, les réunions s'enchaînent, les dossiers sont présents et elle veut faire ses preuves par rapport à ce collègue avec lequel elle est mise en concurrence. Et donc, elle passe sa soirée au travail. Donc, on les voit dans une salle de réunion, ils mangent, ils sont plusieurs, je crois, 4 ou 5, autour d'un dossier, ils mangent de la nourriture qu'ils ont prise à emporter. Et donc, les collègues échangent entre eux quelques blagues. Et ce collègue qui est son rival dit à Kate, est-ce que ton petit appelle la nounou maman ou pas encore? Et donc, cette blague, du coup, montre qu'en tant que mère, on peut être remplacée. Et en tant que mère, être une mère absente, une mère qui n'est pas là le soir, c'est être une mauvaise mère. À l'inverse, hein, un père au travail, c'est un bon père qui ramène à manger, selon le modèle qu'on appelle le male breadwinner model, donc l'homme gagne-pain, qui fait bouillir la marmite et qui ramène de l'argent. Donc là, si Kate reste tard au travail, c'est que c'est forcément une mauvaise mère et ça fait peser sur elle une culpabilité. Et d'ailleurs, quand ce collègue lui dit ça, elle s'effondre en larmes. Donc un retour au travail finalement qui est loin d'être évident. Et par rapport à mon objet d'étude qui est celui du télétravail, quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'on voit, on voit vraiment très très peu ces femmes travailler de chez elles. Il n'y a pas trop de surtravail. Donc le surtravail, c'est la manière dont on va se remettre au travail le soir après la journée de travail, mais une fois qu'on est rentré chez soi, c'est quelque chose qui est je ne dirais pas fréquent, mais qui est notable dans la population des cadres, puisqu'ils sont dans cette disponibilité temporelle autonome que j'expliquais tout à l'heure. Ils vont aussi pouvoir se remettre au travail à d'autres moments, gérer de manière très autonome leur temps de travail. Et donc, dans cette série, on voit vraiment finalement assez peu de travail professionnel à domicile. Les femmes vont le plus souvent se rendre sur leur lieu de travail. Il y a juste Frankie qu'on va voir beaucoup chez elle parce que justement, suite aux difficultés mentales que j'expliquais tout à l'heure sur la question de la dépression postpartum, elle se fait licencier de son travail d'agente immobilière. Aussi, le personnage de Anne, qui est donc psychologue à la maison, elle est psychologue et son cabinet de psychologie, est chez elle, à son domicile. Et donc, ça donne parfois des scènes dépeintes sur le ton de l'humour de sa fille qui est un peu préadolescente, qui débarque en pleine séance, ou bien elle qui va s'installer sur son balcon pour faire ses consultations avec ses patients, pour être tranquille. Donc là, on voit le travail un peu s'insérer dans la sphère domestique, mais ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec le télétravail que j'étudie, qui est vraiment lié au salariat. Et là, dans ce cadre-là de travail indépendant comme à Anne,
c'est une autre situation de travail à domicile. Mais en tout cas, ces enjeux d'un apprentissage de l'articulation, puisque c'est un peu ça ce dont il s'agit, de mères qui retournent au travail juste après la naissance de leur enfant, on voit que c'est toujours dépeint sous le prisme de la tension, c'est loin d'être évident, parce que Kate, donc, qui est très investie dans le monde professionnel, qui avait toujours eu une carrière assez ascendante, et donc là, qui est mise en concurrence suite à la naissance de son enfant, eh bien, le mari de Kate lui propose de démissionner de son travail. Il lui pose la question de, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas plus heureuse en travaillant, en ne travaillant plus et en restant à la maison, s'occuper du petit, alors que et c'est très très visible dans la série que l'épanouissement de Kate passe complètement par le travail en fait. Et donc, ce qu'on peut noter de ça, c'est que en fait, on voit un peu une menace qui plane sur les femmes, de carrières qui soit vont complètement ralentir suite à la naissance de l'enfant, soit des carrières et même des emplois qu'on peut arrêter, mettre en retrait suite à cette naissance des enfants en fait. Donc un emploi qui est plus facilement, qui est moins pérenne en tout cas que pour les hommes et qui est mise en cause suite à cette entrée en maternité. Et puis, Marianne, c'est très intéressant de voir ça parce que vous nous montrez une certaine norme depuis tout à l'heure, donc avec le rapport entre les femmes qui travaillent et leur vie de famille. Est-ce que justement, j'allais dire, pour toute bonne construction sérielle, il faut quelque part aussi un exemple autre, un exemple déviant. Et ça, la série le met bien en avant, je trouve, avec un autre personnage. Vous en pensez quoi? Oui, tout à fait. Donc, il y a ces femmes qui jonglent, qui essayent difficilement, mais qui luttent un peu pour trouver du temps pour à la fois leur travail et leur vie familiale. Et puis, il y a un autre personnage qui est celui de Jenny, qui donne à voir un modèle de maternité un peu déviant. Alors, Jenny, c'est celle qui est programmatrice informatique, je pense qu'on peut dire ça comme ça, même si je ne suis pas spécialiste du domaine. Elle a donc eu son premier enfant avec son mari Ian, une petite fille. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, elle ne voulait pas forcément retourner au travail. Elle allait un peu à reculons, parce qu'en fait, elle était dans une forme de jalousie de son mari, Ian, qui lui allait rester à la maison pour s'occuper de leur fille. Euh, Parce qu'en fait, il était dans un métier assez créatif. Donc, je crois qu'il est écrivain, qu'il écrit des scénarios. Et donc, ça lui semble tout à fait possible de continuer à exercer ce travail-là, tout en restant à s'occuper de leur fille toute la journée. Donc, elle va au travail un peu à reculons. Euh, et finalement, dans son retour au travail, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle va investir le monde professionnel un peu différemment que les autres personnages. Donc, elle va un peu le surinvestir. Et donc, ce qu'on peut noter déjà, c'est que tout son espace de sexualité est réinvesti sur le travail. La sexualité déserte le domicile, elle n'est plus du tout attirée par son mari. Mais c'est au travail qu'elle va s'épanouir sexuellement. Donc il y a une scène un peu humoristique, ou en tout cas qui est traitée comme telle, où elle va dans une salle qui lui est réservée pour tirer son lait. Pratique déjà qui est, enfin, je le dis en passant, hein, mais qui est très répandue au sein des personnages de la série. Elles tirent presque tout leur lait dans leur voiture, au bureau. Et donc, il y a une petite salle, un genre de salle de réunion, un petit bureau qui a été réservé à cet usage-là, pour Jenny. Et en fait, elle s'enferme dans cette salle, mais en fait, elle ne s'enferme pas, elle ne ferme pas à clé, et elle se met à se masturber en tirant son lait. Et un de ses collègues va entrer dans ce bureau à ce moment-là, un stagiaire, et il se fait licencier parce que du coup, ça a été perçu comme du harcèlement sexuel. Donc, il y a ça, il y a Jenny qui se met à fantasmer sur son supérieur, qui n'était pas là au moment où elle est partie en congé maternité.
Donc, tous ses désirs et son espace de sexualité se retrouvent vraiment reconfigurés au sein du lieu de travail. Et elle essaye de rentrer le plus tard possible chez elle. Elle va boire des verres avec ses collègues le soir. Elle déserte un peu le domicile. Et ça peut faire écho un peu avec les travaux de la chercheuse états-unienne Arlie Hochschild, qui a fait un livre qui s'appelle The Time Bind, When Home Becomes Work and Work Becomes Home. Et la chercheuse dépeint une forme de retournement, en fait. Pour les parents, la maison deviendrait le travail. On va un peu investir différemment le travail, sentir qu'on est plus stimulé au travail, qu'on appartient plus à ce monde-là, parce qu'au sein de la maison, c'est beaucoup de contraintes, de travail domestique à n'en plus finir et quelque chose qui serait un peu moins épanouissant. Et c'est un peu ce qu'on voit à travers le personnage de Jenny. Son mari, d'ailleurs, ne comprend pas vraiment pourquoi elle agit comme ça. Il lui dit qu'elle devrait être contente, qu'elle devrait vouloir passer du temps avec lui et leur fille, mais elle s'éloigne vraiment de la sphère familiale. Et donc, ils vont finir, c'est un petit spoiler, mais ils vont finir par, à la fin de la saison 1, se séparer. Et en saison 2, c'est donc Ian qui est devenu l'ex de Jenny, son ancien mari, qui va la remplacer dans le groupe Mommy and Me. Et lui, il s'investit vraiment beaucoup dans cette image de père au foyer, de père à la maison, stay-at-home dad. En fait, ça devient l'idée de son prochain scénario. Donc, il investit totalement et se sent épanoui dans cette gestion masculine de la question familiale. Donc, il incarne un peu un rôle de père idéal, mais qui reste extrêmement minoritaire. Et donc là, il y a on peut penser aux travaux de la jeune chercheuse Myriam Château sur les pères au foyer. Elle a fait une enquête qualitative auprès de pères au foyer en France. Et en fait, ces résultats montrent que les pères au foyer, ils vont occuper une position un peu hybride par rapport aux normes de genre. Donc, il y a d'un côté l'idée d'une transgression parce qu'ils adopteraient un rôle un peu perçu comme féminin, mais en même temps, ils vont réaffirmer leur appartenance masculine par le fait de faire des activités très masculines comme le bricolage ou certains sports. Et même si leurs femmes, à ces pères-là, qui du coup sont les pourvoyeuses d'argent principal, celles qui amènent l'argent dans le foyer, même si leurs femmes ont ce rôle, elles sont quand même dans le soin. Donc, on n'est pas totalement dans un retournement femme au foyer versus homme au foyer, on est plutôt dans des nouvelles normes de genre un peu négociées. Donc, en fait, une série, si j'essaye de conclure, une série qui va mettre en scène les difficultés d'articulation, des normes qui pèsent sur les femmes, mais qui va aussi, même si on est un peu dans un ton humoristique qui vire à la caricature parfois, qui montre quand même des choses un peu plus fines et un peu plus déviante de la norme ou un peu moins mainstream en tout cas que dans les personnages principaux. Marianne Gagnère, merci d'avoir apporté votre œil et votre regard sociologique sur cet épisode d'Histoire en série qui était consacré à la série canadienne Working Moms. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, pour permettre aux auditeurs d'aller plus loin, une petite bibliographie indicative que l'on retrouve avec le résumé de l'émission et votre présentation sur le site internet d'histoireensérie.com avec tout cela dans la page de l'émission. Vous pouvez aussi retrouver
le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller l'écouter vers les plateformes de podcast et vers YouTube sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, pour poursuivre la discussion, poser des questions, vous pouvez nous joindre sur Twitter, sur le @histoire série, et aussi nous retrouver sur le groupe Facebook de Histoire en série. Marianne, c'était vraiment très sympa d'avoir ce regard sociologique sur cette série très actuelle canadienne. J'espère peut-être vous retrouver bientôt pour une nouvelle série. Et puis, j'invite les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas votre podcast, Thésard 2, donc masculin et féminin, à vous retrouver sur Twitter et aussi sur les grandes plateformes de podcast. Merci Marianne, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.